Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut à tous, bienvenue sur Mordu. Que vous soyez kiter, surfeuse, snowboarder, biker ou skateuse, si vous êtes accro au sport de glisse et outdoor, vous êtes au bon endroit. Je suis Mathieu et super excité de commencer avec vous cette première saison de Mordu. Avec Mordu, nous partons à la rencontre de champions et de passionnés qui ont tous un jour attrapé le virus. On va pas essayer de se soigner, mais essayer de comprendre. Qu'est-ce qui nous pousse à nous lever à 5h du mat par -10 pour aller se mettre sur une board, sur du ski ou sur un vélo. Pour ce premier épisode, on part à la rencontre d'un grand malade, Edgar Gros-Piron. Edgar, c'est LE champion olympique iconique des Jeux d'Albertville. Comme des millions de Français, il m'a fait vibrer comme jamais devant ma télé et je vous avoue que je suis super fier qu'il ait accepté mon invitation. Il est le mordu par excellence. Il skie depuis toujours, mais fait aussi du kite, du surf, du foil, du speedbike et reste à l'affût de toutes nouvelles pratiques. Alors c'est parti pour le premier épisode de Mordu. Edgar Gros-Piron, un champion olympique passionné de glisse. Salut Edgar. Salut. Quand tu dis mordu, il faut dire aïe derrière ou... Ouais, ce sera dans la bande son. Ouais. Je te l'ai pas forcément dit, mais forcément, j'étais ultra fan quand j'étais ado à Albertville. J'ai les images comme si c'était hier, donc un grand merci. Je l'ai fait un peu pour moi au début, je me suis marré, je me fendais la gueule avec mes potes. Puis c'est marrant comme ça a donné du bonheur aux gens autour et c'était il y a 27 ans, 28 ans. Hein. Et tu vois, encore aujourd'hui, on me dit merci. C'est quand même dingue ces Jeux Olympiques. C'est génial. Hein. Ouais, c'est les Jeux. Hein. Je veux dire, c'est pas moi, c'est pas. Non, c'est les Jeux avant tout qui provoquent ce genre d'émotion. Imagine, je peux nous emmener d'un claquement de doigts sur un spot de rêve, mais j'ai deux choix. Soit au ski, avec vraiment des conditions de neige que tu n'as vraiment jamais vues de ta vie, soit sur un lagon en Polynésie, avec des conditions incroyables pour kiter. Qu'est-ce que tu choisis Je vais quand même au ski, même si j'adore le kite et que j'ai déjà kité dans des lagons en Polynésie et que c'est sans doute les plus belles expériences de glisse que j'ai pu avoir. Je vais quand même au ski parce que d'avoir des vraies belles conditions de neige, c'est exceptionnel. Tu as une sensation de déplacer sur la montagne, dans la poudreuse et tout, qui, moi, m'oxygène et me provoque un sentiment de liberté totalement décuplé. Et alors moi, ce que je trouve incroyable, aujourd'hui, tu continues à skier, quoi. Ouais, parce que c'était une passion quand j'étais gamin, c'est devenu un métier, ça a duré 10 ans, mais c'est redevenu une passion derrière. Et l'avantage de la passion, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, contrairement au métier. La passion, c'est on y va parce que les planètes sont alignées, que la neige est bonne, qu'il fait beau. Et puis s'il fait pas beau, c'est pas grave. Je vais quand même skier un peu histoire de me sortir un peu, de m'aérer les neurones et puis d'aller me faire une bonne bouffe dans un resto sympa avec des gens sympas. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais du ski de rando, du freeriding, des trucs un peu du ski de fond? Bah là, ouais, je fais surtout de la piste parce que voilà, je fais pas trop en hors piste. Parce que je trouve que c'est difficile de trouver les bonnes conditions, donc je fais surtout de la piste et puis je trouve que depuis l'avènement des skis paraboliques, on a quand même sur la piste des sensations qui se rapprochent fortement en termes de trajectoire, de vitesse, d'angle, de ce qu'on peut trouver quand on fait de la poudre dans des bonnes conditions. C'est vrai, hein, je trouve que le gap entre les deux sensations, c'est vachement resserré. Grâce à aujourd'hui le travail qui est fait sur les pistes, quand tu as une bonne piste bien damée avec un beau relief, de la pente, tu peux prendre de la vitesse. Je trouve que tu as presque autant de plaisir que quand tu es dans une belle pente de poudreuse. Donc, comme c'est devenu assez proche, du coup, je suis plus à tailler des grosses courbes de géants sur la piste parce que c'est facile de trouver ce genre de conditions, c'est assez accessible. Le petit plus, c'est d'avoir de la poudre et de pouvoir faire la même chose avec des fat skis dans la poudreuse, mais c'est plus rare. Après, je fais un petit peu de rando, mais ça, je me dis que c'est plus pour pour maigrir. C'est une façon de s'autoriser à se faire des bonnes bouffes. Mais la rando, en fait, je suis pas un gros fan, parce que je suis pas le trop gros fan à transpirer à la montée. Et puis bien souvent, la neige est dégueulasse à la descente. En plus, t'as pas du vrai bon matos pour descendre. Donc, je me disais là récemment que ce serait peut-être pas mal, pas trop con, si je grimpais avec des skis, des vrais trucs de rando merdiques, tout ça, mais très légers. Et puis si je descendais surtout, c'est ça que le petit truc rigolo, de descendre en speed riding, donc avec une petite aile de speed riding, quoi. Mais par contre, voilà, faut que j'apprenne, quoi. En ski, là, si on doit aller skier un après-midi près de chez toi, à Annecy, c'est quoi le spot
Après, c'est aussi la raison pour laquelle je choisis le ski par rapport au kitesurf. Dans ta première question, c'est que j'irai à la Clusaz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je connais les recoins. S'il y a des bonnes conditions, je sais où aller tout de suite, puis je vais aller les taxer aux autres, les bonnes conditions. Donc, quelque part, après, c'est l'expérience qui parle. Là, il y a l'histoire de la compétence, c'est-à-dire que je vais mieux skier que je vais kiter. Donc je vais mieux exploiter les conditions. Et puis je vais aller dans des coins, je vais connaître. Et c'est sympa de découvrir, d'aller aussi dans d'autres trucs. Mais aller en hors-piste pour découvrir, faut y aller avec des mecs qui connaissent le coin, parce que c'est toujours assez risqué le hors-piste. Donc quand vous connaissez pas la pente, s'il y a une barre rocheuse à gauche et puis que vous dites que l'échappatoire est à gauche, c'est pas malin, quoi. Non, c'est pour ça que pour moi, du ski, des bonnes conditions, la Clusaz, ça me convient vachement bien. Tu signes. Ouais. Et alors, tu as commencé à skier à 18 mois, je crois. Ouais. Cet amour du ski, il a été ininterrompu depuis. Est-ce que quand enfant, adolescent, à faire du ski tous les jours, tu rêvais pas d'être footballeur, surfeur Non, mais ça me parlait pas parce qu'en fait, j'ai été baigné dans le ski, comment vous dire ? C'est-à-dire que moi, le reste n'existait pas parce que moi, j'ai grandi dans la montagne, dans une station de ski où tous les gamins comme moi, on leur mettait des skis aux pieds, puis on allait s'amuser, puis mes copains faisaient du ski. Donc, c'est comme si vous viviez dans un environnement où il n'y a qu'un seul choix, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de choix. Donc, c'est le ski, ouais, bien sûr. C'est une évidence. Mais comme vous n'êtes pas en train d'hésiter entre le ski ou le foot ou un autre sport, et puis, comme ne rien faire n'était pas une option, voilà, j'ai accepté ma condition. J'avais des skis aux pieds, j'avais mes potes qui avaient des skis aux pieds, et bien on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et puis, quand on est gamin, on a envie de s'amuser, c'est naturel, on cherche à s'amuser. Mais là où le ski a été, pour moi peut-être formidable, c'est que et je pense pas que j'ai skié pour skier, mais les sensations que le ski me procurait, c'est les sensations dont j'avais besoin. Aller vite, cette notion de trajectoire, cette notion d'exploration, parce qu'aller découvrir des domaines skiables, c'est toujours aussi sympa, c'est assez exploratoire. C'est ce sentiment de liberté dont je parlais tout à l'heure, c'est pas le ski en soi en fait qui m'intéresse. Ça m'a jamais intéressé d'ailleurs, je pense, le ski en soi. Ce qui m'a intéressé, c'est les sensations que ça te procure. Et c'est de vivre en fait ces sensations, et je les vis à travers le ski comme j'aurais pu peut-être les vivre à travers le surf, ou comme je les retrouve dans le kite ou dans d'autres sports. Mais j'y vais vraiment parce que je pense que la puissance et la richesse d'un sport de glisse, c'est plus que le sport en soi, c'est les sensations que ça procure, donc de liberté, etc. Et puis ce que ça génère en toi, dans ton corps, c'est l'adrénaline, c'est l'endorphine, c'est ce que ça fait émaner de ton corps, quoi, chimiquement. C'est ça qui est génial. Tu vois, ce podcast, je l'ai appelé Mordu, mais j'ai failli l'appeler Accro ou Addicted. Ça te rend. Mais je pense que de toute façon, c'est pas que je pense, c'est que c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, c'est les gens qui ont étudié le corps humain, et on fonctionne chimiquement avec ce genre d'endorphines et autres, de trucs qui nous rendent addicts en fait à ça. Et quand on les trouve pas de manière naturelle, on les cherche de manière artificielle. Et l'alcool, le tabac, les clopes, le shit, les trucs sont des manières artificielles de vivre des choses intenses, d'activer cette chimie que notre corps a besoin, quoi. La dopamine. La dopamine, ouais. Non, mais il y a la dopamine, peut-être tu peux bouffer, je crois que c'est des oranges, non? Non, mais il y a la dopamine aussi, ça joue. Bref, toutes ces molécules, en fait, sont hyper importantes. T'as lu le dernier Houellebecq? Non, pas du tout. Ah, oui. Mais je me suis intéressé au sujet, et je vais m'intéresser de plus en plus, parce que j'ai rencontré un mec qui fait une formation sur ce sujet, et je vais creuser parce que je le trouve très intéressant, vu que mon métier c'est de parler de motivation. Je pense qu'il y a derrière la motivation une certaine addiction à ces trucs chimiques, quoi. Alors ton shoot, tu le prends au ski l'hiver, et l'été, qu'est-ce que tu fais quand il n'y a pas de neige du coup pour aller chercher Le ski n'est que le support en fait pour aller chercher ça, c'est-à-dire pour aller chercher ce sentiment de liberté, pour aller chercher cette découverte, pour pouvoir vivre ce partage, pour pouvoir avoir ces sensations de vitesse, pour pouvoir avoir tout ça. Le ski n'est qu'un prétexte en fait. Donc finalement, ce qu'offre la saison, quelle qu'elle soit,
me convient parce que effectivement l'été, l'été je vais trouver ça en ce moment, je trouve ça dans le kite. Je le trouve pas trop dans le surf parce que je suis pas assez bon. Mais je trouve ça dans le kitesurf, je trouve ça dans le vélo électrique. Que ce soit le VTT électrique ou le vélo de route électrique. Mais à 45 à l'heure, pas à 25, ça me fait chier. Voilà, principalement je les trouve là-dedans, les moyens d'assouvir ces besoins chimiques. Comment tu as commencé le kite du coup? Moi, je suis assez curieux. Je pense être assez curieux. Et en fait, dès qu'il y a un nouveau jouet qui sort, putain, je vais sauter dessus et je vais me l'acheter sans réfléchir. Je réfléchis après, moi, sur ce genre de conneries. Et en fait, le kite, j'ai sauté dessus. Pourquoi? Mais parce que 8 ans avant, j'avais sauté sur le roller en ligne. Et puis, comme je trouvais que c'était chiant de patiner, je m'étais acheté des cerfs-volants en forme de parapente qu'on pouvait placer les uns sur les autres. Et j'allais m'érafler les genoux dans les parkings de supermarchés. Et je m'amusais bien. Et puis un jour, j'étais à Biarritz, c'était en 99, je me souviens. Et puis, je suis allé chez Waimea Surf Shop, parce que j'allais regarder ce qu'il y avait comme surf. Puis en fait, j'ai levé la tête et puis il y avait une aile neige avec des tortues dessus. C'est les toutes premières une ARX. neige, voilà, de ligne. Et j'ai dit, putain, mais ça avec mes rollers, ça doit être génial. Et puis après, le mec il me dit, non, mais c'est pour faire sur l'eau. Je fais, ah ouais. Et donc j'avais un wakeboard aussi moi à la maison parce que je faisais du wake surf, du wakeboard sur le lac d'Annecy et j'ai dit ok d'accord, donc j'achète, je prends. Et puis forcément c'est une époque, t'avais pas internet, t'avais pas de tuto, t'avais rien, donc après t'apprends par toi-même. Et donc quand j'étais rentré à Annecy avec mon aile de kite, j'avais attendu qu'il y ait du vent, puis mes potes m'avaient emmené en bateau au milieu du lac et ils m'avaient largué au milieu du lac, l'aile dans l'eau, deux lignes, mon wake surf au pied, et puis vas-y que je me démerde quoi. Ça a commencé comme ça l'histoire. Ah, et c'était les tout débuts du kite, quoi, ouais. Parce que ça a commencé un peu à décoller en 2001-2002, moi j'ai commencé en 2003. Ah ouais, c'était en 99. Early adopter, ouais. Ah ouais, non mais c'est pour ça, je pense que quand je dis je suis assez curieux, c'est que voilà, moi j'attends pas que le truc soit installé ou que le matos soit au point et tout, je vais tester et voilà, et c'est ce qui a fait que les rollers en ligne, voilà, j'en ai acheté quand ça venait de sortir, c'était Rollerblade, la marque Rollerblade, ça existait qu'au Canada, il se trouve qu'on était au Canada et que pour une Coupe du Monde et qu'on est tombé là-dessus avec mes potes, putain, et j'ai dit attends, ça doit être génial. Et du coup on en a acheté, on est 3 à 4 en avoir acheté, puis on a commencé à s'organiser des matchs de hockey dans les couloirs de l'hôtel d'abord, puis après dans les parkings, dans les sous-sols, puis après c'est devenu un sport qu'on pratiquait à l'entraînement physique, c'était notre sport co préféré, favori pour finir un entraînement physique. Ça a fait ça avec le kite. Enfin, quand on a commencé à réfléchir à comment réinventer le ski, on a sorti des skis paraboliques avec Salomon, puis des skis fat, puis des skis à double spatule, puis on s'est mis à chercher dans tous les coins pour trouver des trucs des outils avec lesquels on s'amuse, c'est-à-dire quel serait l'outil idéal qui nous permette d'exploiter le support que la saison nous offre et pour pouvoir vivre les sensations qu'on a envie de vivre. Finalement, la question, elle est là. Est-ce que tu t'es acheté un petit wing là du coup pour ouais, pour bien la session sûr. Ouais, t'as ça là. Ah mais non, mais c'est de la merde. Enfin, non, je veux pas dire que c'est de la merde, mais non, j'ai testé le wing. Ouais, bien sûr. En ski ou sur un Alors foil? en ski, ça m'intéresse, mais sur l'eau, en fait, j'ai voulu prendre une marche qui était trop haute pour moi, c'est-à-dire que je me suis sorti un wing plus une planche plus un foil, alors que je maîtrise pas assez bien le foil. Pourtant, les conditions étaient pas mal et tout, mais en fait, j'ai trop galéré. Je maîtrisais pas assez le foil pour commencer le wing. T'as fait ça où? À Annecy, sur le lac. Et au début, je pense qu'il faut quand même des conditions peut-être un peu plus cool que celles que j'avais, qui étaient quand même assez venteuses, puissantes, rafaleuses. La marche était trop haute, il faudrait que j'y aille plus progressivement. Après, je me suis dit, tiens, sur la neige, ça doit être pas mal. Moi, ce qui m'intéresse sur la neige, c'est de pouvoir remonter les pentes vierges, pour pas avoir à le faire en rando évidemment, mais et puis avoir un outil qui derrière en haut se plie, puis que je puisse le foutre dans un sac à dos et redescendre vite. Voilà, ce serait une sorte de téléski avant pour aller dans des endroits où personne ne va. Ça m'intéresse. Dans cet esprit-là, je me disais peut-être que la wing pouvait c'est pouvait le être truc intéressant. mythique là, de la wing, là, où tu vois les mecs qui surfent au Hanaï à Maurice, qui remontent au vent et qui laissent le truc derrière. Ouais, rêver, non, quoi. mais voilà, ça fait rêver, mais attention, la marche est haute. Enfin, si tu vas sans un foil, ça va.
parce que c'est pas compliqué. Si tu maîtrises bien ta glisse et tout, ta planche, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai commencé et le wing et le foil en même temps, quoi. Et c'était trop. Donc, je suis revenu en arrière. Je me suis acheté un foil. J'en fais derrière le bateau en wake surf. Donc, je fais du wake foil. Et ça, c'est assez marrant. Mais c'est aussi pour accéder après au kite. Et puis, peut-être avec la wing, quoi. On verra. Ouais, je sais pas si ça va réussir à remonter les pentes, ce truc-là. Non. Tu fais du snow-kite du coup un peu ? Ouais, j'en ai fait, par la force des choses. J'en ai fait, bien sûr. Mais je me suis calmé en kite. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a du vent, je suis plus en train de trembler. En me disant, qu'est-ce que je fous là ? Il faut que je sois sous l'aile. Ça me fait plus trembler, mais à un moment donné, c'était terrible. Ah ouais, c'était terrible. Et alors, justement, je me demandais si t'as eu t'as eu des grosses boîtes, est-ce que tu t'es fait peur ? Ben non, je suis encore là, donc ça veut dire que je m'en suis pas mis des trop grosses, parce que si vous prenez le ski, on se répare, le kite, la sanction, elle est vite dramatique. Donc il vaut mieux éviter, quoi. Il vaut mieux éviter de jouer avec t'es une tête brûlée, toi, ou pas ? Non. Parce que quand on te voit, justement, je faisais référence à Albertville tout à l'heure, enfin, t'étais quand même... T'étais le mythe du mec qui prenait des risques, qui gérait grave. Est-ce que c'est parce que t'avais pas peur ou Parce que c'était un métier. Ouais. Non, c'est simplement que ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez à la télé. Vous vous dites, putain, mais comment il fait ? Mais vous ne voyez pas les heures que j'ai passées à m'entraîner pour arriver à ce niveau-là. Donc pour moi, ça me paraît juste normal et c'est logique. C'est-à-dire que tous les mecs qui ont fait le même nombre d'heures que moi à skier dans les bosses, ils arrivent à ce niveau-là. Voilà, il faut juste pas se faire des heures, quoi. Mais pour nous, c'est classique. Quand on se retrouve à 16 finalistes au départ des Jeux, on n'a pas... Enfin, je veux dire, bien sûr qu'il y a une différence entre les uns et les autres, mais elle est minime. Pour le néophyte, il n'y en a pas de différence, parce que tu ne la vois pas, la différence. Tu la vois parce que tu as l'œil hyper affûté. Mais voilà, et les 16 qui sont au départ, ils ont tous fait le même nombre d'heures, quoi, grosso modo. Et donc tu gères toujours ta courbe de progression pour jamais te faire trop peur. Tu te rappelles pas d'une grosse frayeur, que ce soit en ski, en kite En kite, si, mais c'est plus par rapport au... Comment dire, c'est des conditions où tu parlais de Wanai, je me suis retrouvé à Wanai, le vent est tombé, j'avais peur de me faire becter par un requin, quoi. Parce que j'avais l'aile dans l'eau, il y avait des vagues, il y avait des belles vagues de 4 mètres, et puis moi j'étais là en train de flotter, puis il y avait du courant qui m'emmenait un peu au large. Non, au large, donc c'était un peu merdique, quoi. Et puis j'ai réussi à rechoper une rafale, à remettre l'aile en l'air, et alors là, je te dis pas comme je suis rentré à la plage, mais mon histoire ça a duré 20 minutes, ah putain, pendant 20 minutes, j'étais pas confiant, quoi. Mais c'est pas un risque au sens où je suis allé me mettre volontairement en danger en allant faire un saut près d'une digue de rocher, quoi. Déjà que à Annecy on fait gaffe parce que il y a peu au bord du lac d'endroits où tu vas pas lever ton aile à côté d'arbres, de platanes, de ci de là. Bon, mon aile je l'ai déjà collée dans les arbres 2-3 fois, hein. Ben ouais, connerie, malgré, tu sais, une ligne à l'envers, tu lèves ton nez, ok, vas-y, fais le pas. Et puis finalement, elle te fait toute la fenêtre, puis elle va se cratcher de l'autre côté dans l'arbre. Tu largues tout. Puis, tu passes pour un bon jambon sur la puis plage. Là, ouais, tu passes pour le cake. Tu passes pour un cake, mais voilà, quoi. Est-ce que le fait d'être champion olympique, d'être une personne publique, d'être Edgar Piron, quand tu testes un nouveau truc comme ça, est-ce que tu te mets la pression est-ce que tu arrives sur un spot de kite, tu te dis je suis quand même Edgar, il faut que je montre que j'en ai, que je cartonne Je comprends ta question parce que quelque part, tu peux te dire putain, mais ça doit être génial d'être champion olympique. Mais moi, dans ma position, comme je sais ce qui m'en a coûté pour devenir champion olympique, tu vois, tout le travail, je pense que ce travail-là, il rend assez peut-être humble, tu vois, et donc non, je ne veux pas venir faire le cake, au contraire, quoi. Je vais plutôt être discret, puis essayer de voir les gens, puis essayer d'avoir des infos. C'est du travail, tu n'y arrives pas comme ça, quoi. Et puis en plus, moi, je vis avec depuis 27 ans, donc je veux dire, ça m'a passé de me dire je suis champion olympique. Ça a marché pendant 3-4 mois. Allez, pendant 1 an, j'étais tout content. Puis après, ça passe parce que tu regardes devant. Et j'allais te demander justement le fait d'avoir été champion olympique, mais un champion de haut niveau. Est-ce que tu appréhendes une nouvelle pratique de manière différente ou ta courbe de progression de manière différente ? Est-ce que tu as un enseignement qui fait que tu gères les choses différemment que le mec lambda qui se dit tiens, je vais me mettre au kite, je vais me mettre au surf Par définition, je ne peux pas le savoir parce que je suis
pas, tu vois, moi j'ai qu'une façon de faire en fait. Enfin, j'ai qu'une façon de faire. Ouais, j'ai ma façon de faire, je peux pas te dire comment les autres l'abordent parce que je connais pas leur façon de faire. Je peux te dire ce que je vois, par exemple, j'ai pu observer chez certains potes que ça a été beaucoup plus difficile pour ceux qui faisaient de la planche à voile à se mettre au kitesurf parce qu'il fallait deux choses. Un, qu'ils acceptent que le kite leur apporte, enfin, leur procure de nouvelles sensations. Et parce qu'eux, ils faisaient toujours le rapport avec la planche à voile, puis deux, qui désapprennent la planche à voile. Le mec, il a ses réflexes de planchiste. Et en kite, voilà, c'est d'autres réflexes. Donc en fait, il est sur le même support, une planche et de la flotte. Et il doit recommencer à zéro parce que c'est pas les mêmes gestes. Parce que voilà, c'est pas les mêmes précautions, c'est pas les mêmes règles, c'est pas forcément les mêmes sensations. Et donc il faut qu'il oublie, qu'il désapprenne tout ça pour repartir à zéro. Et ça le fait chier, il a investi beaucoup pour en arriver là. Et puis tu vois, moi je vois aussi le truc, j'ai fait beaucoup de kite et quand j'ai commencé le surf, quand j'ai commencé le foil, le fait de se remettre dans la position du débutant, du pimpin qui arrive sur la plage, qui est dangereux, qui maîtrise rien et tout, c'est vrai que c'est un peu dur, contrairement au gars qui a jamais rien fait, qui a aucune attente et il accepte complètement le fait que il sait pas faire et il y va avec plaisir. Moi je trouve que c'est jamais facile de se remettre dans la peau du débutant. Mais moi qui ai fait du ski puis qui fait aussi du snowboard, tu me mets face à une pente, je préfère y aller en ski parce que je vais exploiter la pente beaucoup mieux qu'en snowboard parce que j'ai pas le même niveau de compétence. En fait, ton niveau de compétence te permet d'exploiter mieux le truc. Donc quand tu es un bon véliplanchiste qui va se retrouver dans 35 nœuds de vent et qui va s'éclater avec sa planche, et puis qu'à côté de ça, tu vas être un débutant sur le même plan d'eau, tu vas être un débutant en kitesurf, ça te fait chier d'être un débutant en kitesurf alors que tu es une star en planche. C'est ça le truc. C'est là que c'est difficile de lâcher un sport pour l'autre. En termes de progression, est-ce que tu fais d'autres sports à côté ? Est-ce que tu fais du renforcement physique, du yoga, du pilate Ouais, moi je me suis acheté 2 trucs à la maison là. En fait 3. Parce qu'il y en a un, ça me sert à m'échauffer et c'est, tu sais, c'est Undo Board là. Tu sais, c'est un cylindre, une petite planche ronde là. Et en fait, qui te permet de trouver ton équilibre. En fait, j'ai acheté ça pour avoir le bon placement de bassin pour le foil. Et en fait, maintenant, je fais pas mal d'échauffement sur le Undoboard parce que je trouve que c'est super de travailler, de s'échauffer musculairement tout en travaillant son équilibre. Et puis, les 2 autres appareils que j'ai achetés qui sont des appareils pour travailler plutôt le haut du corps parce que quand je fais du vélo, je travaille plutôt le bas du corps. Quand je fais du ski, c'est plutôt le bas du corps et tout. Puis qu'à un moment donné, la tonicité musculaire, il faut qu'elle soit au niveau des genoux pour moi, enfin au niveau des cuisses et tout, et puis au niveau du dos. Et là, j'ai acheté un rameur. Et j'ai acheté un ski erg. Alors un ski erg, c'est pas connu du tout, mais c'est un appareil qui te permet de reproduire les mouvements du ski de fond. Donc tu travailles beaucoup le haut du corps, les épaules, la chaîne abdominale, la ceinture abdominale, le dos aussi. C'est un espèce de vélo elliptique avec un pas de patineur Non, en fait, non, tu as les 2 pieds posés au sol. Devant toi, en fait, tu as un mât qui se sépare en 2, ça fait un gros Y. Tu lèves les bras et là, tu chopes en haut des Y des poignets. Les poignets sont reliés à des câbles qui sont reliés en fait à une roue anticulaire, comme une roue de rameur. Tu sais, c'est roues à volant. Et donc, quand tu tires sur tes poignets, tu reproduis le mouvement du ski de fond. Et tu entraînes la roue, et la roue, elle est freinée, c'est une roue qui tourne dans l'air, mais qui est freinée. Et donc, à chaque fois qu'on repart, qu'on remonte les mains, la roue, il faut la relancer. C'est le même principe que le rameur, sauf que la position est différente, on est debout. Et du coup, et c'est ça aussi que je trouve bien, c'est que je fais des sessions, j'alterne 10 minutes, un quart d'heure de rame, 10 minutes, un quart d'heure de ski erg, voire des fois 5 minutes, 10 minutes, je change comme ça. Et en fait, je trouve ça beaucoup moins rébarbatif et donc beaucoup plus sympa de faire de la prep, d'une sorte de renforcement, de préparation, en tout cas d'entretien physique sur des appareils comme ça, parce que en fait, moi, j'aime pas trop les sports intérieurs, mais au moins ça, j'ai ça à la maison et c'est super. Alors, puis je me fous de la musique à fond, ou je vais m'écouter Mordu, le podcast Mordu, et puis puis je vais passer un bon moment. Alors ça, je trouve qu'effectivement, c'est hyper important, la préparation physique. Moi, j'ai un truc que j'ai du mal, c'est de dégager le temps. C'est-à-dire, j'adore rider, j'en fais le plus possible. Ça ne me laisse pas forcément toujours le temps que je veux pour faire de la préparation physique. Toi, je trouve qu'il y a un truc qui marque
quand on parle avec toi, c'est j'ai l'impression que tu as trouvé un super équilibre de vie, c'est-à-dire que tu kiffes, tu arrives à faire plein de trucs. Ouais, même parce que mon métier, j'ai inventé le métier qui convient à la vie que j'ai envie d'avoir et j'ai pas laissé mon métier me cannibaliser ma vie. Donc effectivement, voilà, et je suis pas encore arrivé au top, hein, enfin au top de ce que je voudrais, parce que moi idéalement je voudrais travailler à mi-temps, hein, que l'après-midi, et le matin faire du sport. Tu vois, non mais vraiment je déconne pas, et puis les week-ends faire du, enfin voilà. Et puis quand je dis ça, c'est que tu vois, c'est ma vie perso, c'est-à-dire moi ma vie perso, je vais aimer lire un peu, tu vois, ou écouter des podcasts, enfin bref, je vais aimer le côté exploiter le temps que je dépense à faire un sport un peu d'endurance comme le vélo, comme des trucs qui prennent du temps, et l'exploiter, le mettre à profit de mon métier aussi. Aujourd'hui, c'est fantastique parce que sur un téléphone, tu as tout. Tu as des podcasts, tu as des vidéos, tu as de la musique, tu as tout un tas de trucs, et tu peux emporter ça, et puis tu peux en même temps que tu pratiques un sport, apprendre en fait, apprendre des choses. Donc je trouve ça assez extraordinaire de pouvoir apprendre dans ces conditions. Et puis je dis, j'ai inventé le métier qui va avec la vie que j'avais envie d'avoir, mais ça c'est grâce au sport, c'est-à-dire que moi le sport il m'a appris à me connaître, voilà, connaître mon rythme, mes besoins, ce que j'aime pas, et du coup j'ai cherché à utiliser ces connaissances pour inventer un métier qui me convient. C'est quand même plus facile d'être heureux. Trouver un équilibre quand ton métier répond à tes besoins et pas l'inverse, quoi. Je me suis noté, je t'avoue, je me suis un peu documenté sur Edgar Gros-Piron cette semaine, et je me suis noté un espèce de synthèse, faire mieux avec moins en prenant le plus de plaisir possible. Est-ce que ça... Ouais, alors le plaisir, ça se décrète pas, c'est un peu le truc, c'est un peu la difficulté de l'exercice, c'est que tu peux pas, enfin voilà, si tu penses qu'il faut... Voilà, aujourd'hui je vais me faire plaisir. Non, ça se décrète pas vraiment, c'est pas comme ça que ça se passe. Faire mieux, on va dire être capable avec un minimum d'effort de prendre un maximum de plaisir, enfin de faire un maximum de résultats en prenant un maximum de plaisir. C'est vrai que pour moi, c'est une sorte de, comment dire, c'est une quête, mais depuis que je suis gamin, je sais pas, depuis que je suis sorti de l'école, depuis que je fais du ski, ça a toujours été ça, un minimum de stress. Maximum de résultats, un maximum de plaisir. Le plaisir, c'est ce qui forge la confiance et c'est ce qui fait que tu dures dans le temps. L'effort, pour moi, c'est une connerie. Je pense que l'effort, en fait, c'est un indicateur de déperdition de performance. Tu ne peux pas être performant si tu es en effort. Je pense que si tu es en effort sur un sujet, c'est soit tu n'es pas bon et il faut déléguer, soit tu n'as pas exploité ton potentiel et il faut progresser. Et du coup, à partir du moment où une zone d'effort sur laquelle tu te mets à progresser devient une zone intéressante, donc potentiellement une zone qui te procure du plaisir, tu vois. Et tout ça au profit du résultat. Donc à un moment donné, cette notion de résultat qui doit être tangible est importante. Donc moi je dis toujours que la performance effectivement c'est un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Et quand je dis un minimum d'effort, ça veut dire en creux un max de plaisir, ouais, effectivement. En fait la question c'est de savoir l'exigence, tu la mets sur quoi? Parce que si tu la mets partout, tu tues les gens. Si tu la mets là où ils sont jamais, là où ils sont pas, tu tues les gens. Et si tu la mets sur leurs points faibles, tu tues les gens. Il n'y a que si tu la mets sur leurs points forts que tu les fais réussir. En fait, que les gens voient la contrainte en plaisir. Pour que les gens voient une contrainte en plaisir, il faut que tu sois exigeant sur leurs forces. Et là, ça change tout. Le plaisir, ça ne se décrète pas. Mais par contre, ça se provoque en étant exigeant avec les gens là où ils sont bons. Si tu veux réussir durablement, il faut connaître tes forces et il faut que tu sois amené dans ton métier à les utiliser, à les mettre en avant. C'est pour ça que je prends mon métier de skieur par exemple. J'étais pas un skieur technique, j'étais un skieur spectaculaire, rapide et spectaculaire parce que ma force en ski, c'était la vitesse. J'étais un skieur instinctif, je skiais sans réfléchir. Du coup, je pouvais skier plus vite que les autres. Tu n'es pas allé faire du ski nordique, du coup. Mais par contre, j'étais pas technique. Techniquement, j'étais pas bon. Par rapport à Jean-Luc Brassard, Olivier Alamand, Sergei Choupletsov, Nelson Carmichael, Eric Berton, qui ont été les adversaires les plus coriaces auxquels j'étais confronté. Ces mecs-là étaient des mecs plutôt techniques. Ils savaient aller vite, mais en vitesse, j'arrivais à leur mettre 2 secondes quand même. Donc, j'ai jamais cherché à corriger mes fautes. Enfin, je suis un peu brut en disant ça, mais c'est pour que ça rentre. Mais j'ai jamais cherché à corriger mes fautes. J'ai toujours cherché à optimiser ma force, qui était la vitesse, à skier toujours plus vite. Et en course, skier vite me permettait de compenser
mes faiblesses. Et donc, ce métier m'a permis d'exploiter mes forces. Aujourd'hui, je fais un métier, j'ai cherché plein de métiers, mais le fait de donner des conférences me permet d'exploiter, enfin la manière dont je fais mes conférences, c'est pas le métier de conférencier qui me permet d'exploiter mes forces, c'est la manière dont je donne des conférences me permet d'exploiter mes forces. Et c'est ça qui est génial, parce qu'en fait, tous les métiers peuvent potentiellement te permettre d'exploiter tes forces. Il faut trouver ta force et voir comment tu vas l'exploiter. Il y a un autre truc moi, qui m'a marqué justement dans ta réussite, et pour faire un parallèle avec ta vie d'aujourd'hui, j'ai eu le sentiment que ta carrière en ski, donc tu as parlé d'appuyer sur tes points forts, mais tu as aussi souvent parlé de ton équipe, de ton coach. On a cette photo où tu gagnes, où tu regardes ton coach, tu as expliqué qu'après tu avais mis en place une équipe et que c'est grâce à eux que tu avais gagné. Je t'ai souvent entendu dire ça. Je sais qu'à titre de vie perso, tu arrives aussi avec ta femme, tes enfants, à partager ta passion des sports de glisse. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui sont passionnés, qui ont du mal et qui voient leurs enfants ou leurs conjoints le cul posé sur une serviette? Comment t'embarques tout le monde? Comment tu fais toi dans ta vie? Toi, tu as une vie assez trépidante. Comment t'embarques les enfants, les persos? Les enfants, c'est quand même plus facile parce qu'ils sont partants en général. Ils sont toujours partants. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas faire du sport, ils veulent passer du temps avec toi. Un gamin, il veut passer du temps avec son père, avec sa mère, il veut passer du temps avec. Donc il acceptera toujours de passer du temps, que ce soit en faisant du ski, en faisant en plus il se marre, en faisant du... Mais c'est sûr qu'un gamin, t'arrives, tu le laisses, tu le fous dans les pattes d'un moniteur, puis tu t'en débarrasses. Il aura peut-être moins l'appétit pour le ski que si il voit que parce qu'il fait du ski ou parce qu'il fait du surf ou parce qu'il fait quelque chose, il voit ton intérêt dans ton regard. Il se sent important dans ton regard. Voilà, et les gamins ont besoin de se sentir importants dans le regard de leurs parents. Donc en fait, c'est assez facile d'emmener un enfant à pratiquer un sport. Il suffit de s'émerveiller quand il fait ce sport, quand il essaye, même s'il échoue, au contraire, il faut s'émerveiller. Et puis, il faut faire preuve d'un peu de patience aussi. Je vois mon fils là, donc je l'ai mis à 18 mois sur les skis, et j'aurais très bien pu dire au bout d'une heure, ouais non, c'est chier. D'abord, ça m'emmerde, et puis en plus, il n'y arrive pas. Mais on est resté la première après-midi. En fait, la première heure, c'était pas génial. C'est-à-dire que moi, je me cassais le dos, il était en train d'essayer de le faire glisser sur 1 mètre, 2 mètres, tu vois. Et puis il se pétait toujours la gueule. Mais on a persévéré. Et au bout d'un moment, il arrivait à glisser sur 30 mètres. Et puis moi, puis je m'enthousiasmais. Du coup, sa mère s'enthousiasmait aussi. Ses grands-parents le regardaient. Et du coup, le petit, là, tu le voyais, machin. C'était vraiment drôle. Et il adore le ski, mais parce qu'il passe des moments avec ses parents, avec sa famille, qui sont hyper privilégiés. Et nous aussi. Donc c'est là le partage. Puis on le voit progresser, donc il y a aussi une satisfaction. Et puis on rigole, puis moi j'ai jamais aussi peu skié, j'ai passé énormément d'heures sur les skis avec mon gamin entre les jambes pour le faire skier, mais j'ai jamais aussi peu skié pour moi que l'hiver dernier, mais ça c'est parce que mais c'est plaisant de le faire skier quoi. On était dans le garage là, l'autre jour, et puis il y a ces skis qui sont accrochés. Il fait « Papa, mes skis ». Alors je lui ai donné, il était tout fier, il était là « Papa, mes skis, on va skier, on va faire du ski ». Il voulait toucher ses skis, c'était drôle. Et tu pars, tu te fais des trips kite ou foil ou en vacances Ouais, toujours les vacances, elles sont plutôt l'occasion de faire du sport. Moi, je suis pas très séjour culturel. Je suis plutôt, une destination. Il faut qu'il y ait un spot, quoi. Donc, on est allé pendant plusieurs années en Grèce, à Paros, parce qu'il y a un beau spot de kite. C'était en plus un spot pour débuter pour ma femme qui était vraiment idéal. Du coup, ça lui a permis de s'y mettre. On est allé à Darla. Pareil, pour débuter, il y en a pour tous les niveaux et c'est génial. Parce qu'effectivement, je ne considère pas les vacances comme un temps où je ne fous rien. J'aime pas rien faire. 2 jours, ça va, mais c'est déjà beaucoup. J'aime bien faire un focus sur une destination. Si toi, il y avait une destination que tu conseillais, alors peut-être pour le kite par exemple, une destination dont tu pourrais nous parler, ce serait laquelle? C'est là que j'ai aimé la Grèce.
Parce que Paros, c'est des petits villages de Naoussa, de Parikia, les petits ports, Aliki, etc. T'as les super restos, tu manges super bien, c'est la fête, c'est sympa, c'est beau. Il n'y a pas que le kite, il y a plein de trucs, quoi. Bon, après, moi, je suis allé 2 fois à Tahiti en bateau. J'ai fait une fois en bateau. Le lagon de Bora en bateau, l'eau, c'est un aquarium. La nuit, tu dors sur le pont du bateau. Le matin, tu plonges dans l'eau. Il y a quasiment pas de différence de température entre l'eau et l'air. C'est d'un paisible. C'est incroyable. Et puis après, spot de kite, quand la journée, ça se met à souffler, c'est kiter Tahiti dans le lagon, à Bora dans le lagon. Toutes les 2 minutes, vous passez au-dessus d'une raie qui va se barrer. Vous voyez cette ombre comme ça qui se casse. Putain, c'est impressionnant ça. Ah, du coup, t'en kiffes pas mal de trips, toi, hein? Non, mais j'en ai fait, ça fait longtemps que je kite, donc en fait, j'ai fait pas mal de destinations. Et donc la prochaine qui te fait rêver, ce serait trip, boat. Boat trip, peut-être, ouais. Boat trip, ça peut être pas mal, ça viendrait compléter un peu les différentes expériences. C'est une expérience que j'ai pas encore vécue, donc ça pourrait être sympa. Enfin, en tout cas, en kite. Alors, je voulais aussi te demander, avant de conclure, si on a parlé du wing, du foil, il y a des choses que tu n'as pas encore essayé et que tu rêves d'essayer? Non, pour l'instant, non. Justement, le wing, le foil, j'ai testé et tout. Si, il y a le speed riding, donc il y a cette mini voile de parapente qui permet de descendre les pentes en les frôlant en ski, et ça m'a l'air assez sympa. Après, je suis pas très à l'aise en l'air, donc moi tout ce qui est parapente et tout, ça me ferait chier. Je pense que je me ferais chier à rester assis dans une nacelle pendant des heures. Pourtant, Annecy est un spot mais juste magnifique pour faire du parapente, mais c'est pas mon truc. Non, mais sinon, non, là en ce moment c'est le foil, et je pense qu'il y a encore, ça ouvre un truc. Le foil, on n'a encore pas vu le potentiel, mais je pense que ça va ouvrir pour le surf, pour le stand-up paddle, il y a déjà des choses, hein. Le wing, le kite, bon, c'est déjà, putain. Mais j'ai le sentiment que c'est quand même encore une autre pratique, quoi. C'est encore un autre trip. En kite, par exemple, j'aime encore. Ce qui me plaît le plus, c'est quand même d'arriver à bloc dans des grosses vagues, de mettre des gros sauts. Et le foil, pour moi, ça ouvre en fait d'autres perspectives, d'autres possibilités, comme la navigation dans des vents plutôt légers, sur des plans d'eau comme le lac d'Annecy d'ailleurs, hein, où en moyenne, on va naviguer 12 à 15 jours par an. Mais si on se met à foiler, on va doubler, voire même plus. On peut potentiellement tripler le nombre de navigations. Voilà, c'est juste quelque chose qui vient étendre les potentiels. Et je reviens sur le wing, je pense que ça va aussi être un complément de pratique sur le lac d'Annecy, quoi, parce que j'imagine sur les plans d'eau intérieure, souvent tu as des conditions super rafaleuses qui ne sont pas super propices. Là, le wing, avec un peu de flottaison sur le flotteur, ça peut être incroyable, quoi. Ouais. Puis peut-être qu'il va y avoir des sortes de mix, parce qu'on voit déjà le wing aujourd'hui, ça se pratique avec des planches qui ressemblent plutôt à des stand-up paddle qu'à des surf. Mais il va y avoir des trucs. Après, je sais pas, au niveau du foil, ça va bouger aussi. Dans quelle mesure on va pas avoir des foils avec 2 mâts, mais bon, c'est tout l'univers de la nave qui va évoluer avec le foil. Du coup, si j'ai envie de rider avec toi cet été, on te trouve sur le lac d'Annecy. Peut-être. Ouais, peut-être, je sais pas, on verra. Je sais pas encore. Il y a de fortes chances que ça ride. Mais il y a de fortes chances que je fasse beaucoup de vélo et beaucoup de vélo électrique. Parce qu'en fait, ce qui est marrant, j'en ai pas parlé, mais moi je retrouve dans le vélo électrique les sensations de glisse que j'ai sur des skis ou en kitesurf. Alors ça peut paraître un peu dingue, un peu éloigné de dire ça, mais le vélo électrique, en fait, la souffrance du vélo, tu l'as pas parce que c'est le moteur qui la prend en charge, et tu as le plaisir de la glisse, c'est-à-dire de la vitesse, c'est-à-dire de la trajectoire, c'est-à dire putain, ça dépote, quoi, ça dépote. Et tu as le plaisir de l'exploration aussi, je trouve. Et l'exploration, ouais. Et l'exploration. Et puis ça ouvre des perspectives, on se rend pas compte. Enfin, moi j'ai testé un truc cet été, franchement c'est hallucinant, quoi. J'ai fait Annecy-Nice dans la journée en vélo électrique. Tu te dis, Annecy-Nice, 400 bornes avec 4 cols hors catégorie, c'est-à-dire le Galibier, col de Vars, col de l'Izoard, cime de la Bonnette.
Cime de la Bonnette, c'est le plus haut d'Europe. Et le truc, tu te dis, mais attends, c'est dingue, quoi. Et donc, non, mais c'est jouable. Je l'ai fait. Alors, je l'ai fait avec une assistance, avec des mecs qui m'emmenaient des batteries, parce que j'ai bouffé 9 batteries. Mais c'est faisable. Du coup, ça m'a permis, si tu veux, d'évaluer le potentiel de déplacement sur une journée. Et 400 bornes, ça passe. Je vais tenter 500 bornes, là, bientôt. Il faut que je tente, voir comment ça passe, mais avec moins de colle. Parce que je veux savoir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire en une journée. Ça va amener au développement des batteries et des moteurs pour pouvoir le faire de manière autonome. Aujourd'hui, si tu veux faire 400 bornes en une journée, il faut que tu emmènes 8000 watts sur ton vélo. Une batterie simple, c'est 500 watts. Donc, il faut 8 batteries. Donc, tu vois, il faut 8 batteries de 500 watts. Il faut amener 4000 watts, pardon, c'est pas 8000, c'est 4000 watts qu'il faut emmener. Si tu as 4000 watts avec toi, tu peux te faire 400 bornes. D'accord ? Aujourd'hui, c'est 8 batteries, mais demain, ça sera peut-être 6 batteries. Puis bientôt, ça sera peut-être plus que 4 batteries. Et puis bientôt, ça sera peut-être plus que 2 batteries. Idéalement, ce qu'il faudrait, et ça, je pense qu'on pourra y arriver, c'est avoir 2 batteries de 1000 watts connectées sur ton vélo, rechargeables en 1 heure. Enfin, idéalement en 25 minutes. Le jour où tu as ça, et bon, si tu trouves l'hydrogène, tu l'auras, la recharge elle dure 3 minutes. Donc tu vois, tu peux même avoir une batterie de 1000 watts rechargeable en 3 minutes. Après, c'est de trouver les postes de recharge qui sera compliqué. Mais le jour où tu as ça, tu peux imaginer rouler 400 bornes en vélo. En arrivant le soir, en posant ton vélo, en étant bien, en allant faire la fête, en t'étant dépensé, hein, c'est sûr. Mais tu arrives à des trucs, mais juste... c'est-à-dire que le trip d'une semaine, c'est pas, tu te fais pas le tour de département. Tu peux aller en Mongolie. Ah ouais, non, mais en une semaine, tu fais le tour d'Europe. Enfin, je veux dire, et du coup, tu vois les perspectives que ça ouvre. C'est-à-dire que quelque part, tu es à peu près sur les mêmes distances, les mêmes proportions que des mecs en moto. Et tu sais quoi, on parle, c'est un speed bike, c'est ça ? Ouais, toi, tu conseilles quoi comme marque pour quelqu'un qui veut tester, essayer Moi, je roule en moustache. Ouais. Et je pense qu'il faut, à Paris, c'est l'arme absolue, le speed bike, c'est-à-dire 45 à l'heure. Et moi, j'utilise maintenant ce speed bike pour sortir, mais de plus en plus pour mes déplacements professionnels. Et je le couple avec des TER, des trucs comme ça, parce que tu peux monter avec ton vélo dans le TER. Et en fait, tu vois, c'est-à-dire que, par exemple, je vais à Genève, j'ai des rendez-vous à Genève, j'ai mon voisin qui bosse à Genève, il met 1 heure en bagnole, porte-à-porte, et moi, je mets 1h30 en speed bike. Donc en fait, je lui dis, tu troques 2 heures de bagnole contre 3 heures de sport, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, vu comme ça, ouais, c'est pas mal. Bah ouais, vu comme ça. Alors, je dis pas que tu vas le faire tous les jours, parce que des fois, il pleut, t'as pas envie, ça caille, tu le fais 2 fois par semaine. Mais tu le fais 3 fois par semaine, mais mon pauvre, t'as une putain de santé, t'as une santé de malade. Et c'est ça qui est génial. Et puis, tu as un plaisir. Et puis, comme le speed bike, si tu veux, comme le vélo, a un moteur, ton profilé, ton aérodynamique, tu t'en fous un peu. Le poids que tu portes, tu t'en fous. Donc, tu peux avoir des sacoches, mettre des fringues de rechange. Ta position sur le vélo, elle peut être confortable. Tu vois, tu n'es pas obligé de te coucher sur le vélo. Enfin, si tu veux, ça te soulage en fait de tout un tas de trucs qui fait que tu as des pneus larges, tu as des pneus, tu vois, tu peux avoir des amortisseurs, tu vas avoir un vélo très confortable. Donc tu peux du coup enquiller des grosses distances sans avoir mal nulle part. Moi je suis arrivé au bout de mes 400 bornes à Nice, j'avais pas de courbature au dos, j'avais pas de courbature aux épaules, j'avais le cou qui était nickel. Un petit peu mal au cul ? J'avais bien géré mon truc. Ouais. Mais voilà. J'avais géré le bon truc. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'à la fois sur l'eau avec le foil, les moteurs électriques sur les vélos et tout, on est en train de changer de dimension. Génial. On arrive malheureusement déjà à la fin de ce podcast, Edgar. Un grand merci pour ton temps et pour le partage. Alors pour terminer Mordu, en général, je demande à mon invité qui il aimerait bien écouter pour le prochain épisode. Est-ce que tu as quelqu'un à me proposer ? Ouais, moi j'aimerais bien écouter Kevin Rolland. C'est un mec qui est super, puis qui a plein de choses à raconter. Ah bah écoute Kevin, voilà. je vais le contacter de ta part et le faire venir alors. Ouais, Vous venir arriver. Ouais. Un grand merci Edgar, top. Merci. J'espère que vous avez tous pris autant de plaisir que moi pour ce premier épisode de Mordu avec Edgar. On se retrouvera toutes les 2 semaines, le jeudi à 8h, pour un nouvel épisode de Mordu. Pour le prochain épisode, on envoie direct du lourd avec Justine Dupont.
Justine, c'est la patronne du surf français, capable de surfer des vagues de plus de 20 mètres. Je suis super heureux qu'elle soit avec nous sur Mordu. D'ici là, j'attends avec impatience vos retours et commentaires sur les comptes Insta et Facebook de Mordu le podcast. Enfin, pour que Mordu existe, j'ai besoin de vous. Partagez-le sur les réseaux sociaux et donnez 5 étoiles à Mordu sur Apple Podcast. Je vous dis merci et à très vite sur Mordu.